Bonjour Johan et bonjour à tous, bienvenue sur Chiris Vitae. Le but de l'interview, c'est vraiment de vous présenter des chiros avec des parcours inspirants et vous partager leur parcours et comment ils en sont arrivés là. Alors bonjour Johan. Bonjour et bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ah, Avec plaisir. c'est un plaisir de pouvoir parler aussi et partager sa passion. C'est cool. Super. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux t'introduire un peu rapidement et dire qui tu es? Ouais. Alors, donc moi, je suis chiro, donc diplômé depuis 2010. Je travaille donc à Berlin. Donc, j'ai ouvert mon cabinet il y a un peu plus de 4 ans maintenant, un cabinet multidisciplinaire. Et donc voilà, je travaille plutôt d'une façon plutôt biomécanique et mon cabinet, donc on a créé un système assez pluridisciplinaire avec donc entraîneur, masseur et puis bien sûr la chiro au centre de tout ça. Et voilà, donc ça tourne plutôt bien. Voilà. D'accord. Et comment t'en es arrivé à la chiro à partir du début? Comment tu t'es dit, bon là, je vais me lancer dans les études de chiro? Alors, c'était un petit peu. Enfin voilà, j'ai pas eu un parcours glorieux où j'ai eu un chiro qui m'a sauvé de quoi que ce soit. Moi, c'était assez, assez triste puisque j'ai fait médecine au départ et puis j'ai pas eu l'examen. Par contre, j'ai pas eu l'examen à cause de mauvaises notes en physique et chimie. Mais par contre, tout le reste, j'avais vraiment adoré. C'était vraiment ma passion et c'était vraiment mon truc. Et puis je me suis dit, mais j'aimerais bien continuer dans cette direction-là. Et du coup, je suis rentré. Donc, alors, je pense que ça doit exister toujours. Et j'ai une équivalence directe en deuxième année Ouais, de ça l'IFEC. existe toujours, je crois. Voilà. Moi aussi, j'ai Et fait ça. voilà. Du coup, Ouais. voilà, c'était un peu, voilà. Bon, on n'a pas besoin de physique, Pour pas aller besoin plus de vite. en chiropractique, donc tu peux passer en deuxième année, donc c'était vraiment chouette. Et puis au fur et à mesure des années chiro, ben, j'ai découvert en fait la profession chiropratique, ça m'a énormément plu. Et puis ben, j'ai commencé à faire des séminaires, j'ai commencé à faire des formations, et puis j'ai essayé de faire en fait à peu près tout ce qui passait à l'IFEC ou en dehors, pour vraiment me faire une espèce de culture chiropratique qui à l'époque n'était pas là. Et puis voilà, d'emmagasiner tout ça et puis de me faire voilà, une idée de ce que je voudrais en fait pour ma chiropratique, quoi, de voir ce que je voulais. Ouais. D'accord. Et Voilà. comment tu as eu, quand tu étais étudiant, comment tu as eu ce déclic de te dire, je vais aller chercher plein de choses partout pour te faire ton idée et de la chiro? Alors je pense que c'est plutôt, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que comme j'ai pas eu le déclic, c'est de me dire bah, tiens ça c'est ma chiro ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah, tiens moi je suis venu en chiro à cause de cette personne-là. Et je voudrais bosser comme ça. Bah, comme moi, je l'avais pas, ça, j'avais pas de référence. Bah, du coup, j'ai voulu voir tout ce qui se faisait. Et donc, j'ai vraiment été vraiment partout. Donc, j'ai fait des séminaires, donc, à la fois des trucs evidence-based, j'ai fait aussi du PES, j'ai fait du EK. Et puis, même après, dans mes premiers jobs, j'ai fait de l'open space, j'ai fait de la clinique multidisciplinaire, j'ai fait de la bioméca, du SOT. Et du coup, je me suis vraiment cherché pendant très longtemps. Mhm. Et, et au final, c'est assez intéressant parce qu'il y a, enfin, il y a eu beaucoup de phases dans ma vie. Et puis à chaque fois, c'est toujours, on change de style, mais au final, on garde toujours un petit peu ce qui était auparavant là. Et puis on l'améliore. On se dit, bah, tiens, on adapte. Enfin voilà, par exemple, j'ai commencé en tant que chiro en faisant beaucoup de Heike. Et puis, ben, quand tu arrives au Vietnam et que tu ne peux pas parler vietnamien et que tu as vraiment des difficultés à expliquer les tests, bah, c'est un peu Même plus ici. dur de voilà. C'est un peu plus dur de commencer à expliquer les tests, à faire tout ton traitement. Et puis surtout qu'on avait un temps assez limité, donc on était à 5 minutes à peu près par patient à ce moment-là. Et du coup, moi, tu passes sur plus de la bioméca. Par contre, après, tu gardes toujours en tête tu gardes toujours en tête tes concepts de Heike, tu gardes toujours en tête Et tu essayes tes de faire des liens. Et du coup, voilà. t'as fait de l'open space du coup, après être sorti. Et t'as fait quoi? C'était quoi avant d'ouvrir ton cabinet? Parce que ça fait 4 ans que tu as ouvert ton cabinet, c'est ça? Et tu as fait 6 Alors, voilà. ans Donc, où tu t'es baladé?
Voilà, donc je suis sorti donc en 2010. Après, j'ai commencé au tout départ par un cabinet open space en Espagne. C'était sympa. C'était quelque chose en fait qui m'a vraiment appris à travailler rapidement. Donc j'ai beaucoup, enfin voilà, je me suis vraiment fait la main juste pour donner une idée. Enfin, dans toute ma clinique, je crois que j'avais fait 380 visites en 1 an et demi. Et là, j'ai fait 325 visites en 3 jours et demi. Voilà, c'était C'est du high. voilà, c'était voilà, c'est un autre rythme. Et par contre, enfin voilà, c'est quelque chose qui était, enfin pour moi super parce que du coup, ça m'a appris en fait la vitesse. Et en même temps, ça m'a aussi montré ben, voilà, qu'on peut avoir des résultats aussi vraiment exceptionnels juste en traitant la colonne vertébrale. Mais après, j'avais un peu l'impression, parce que je m'étais beaucoup formé en SOT, en Eke, j'ai eu un peu l'impression que j'allais oublier tout ça en restant dans l'open space et que ça allait être quelque chose qui, moi, mentalement, ne me satisferait pas. Et du coup, enfin voilà, j'ai préféré en fait quitter donc l'open space pour essayer de faire du one-to-one, donc enfin du cabinet, une personne quoi, un peu plus classique. Ouais. Et donc je suis allé, donc j'ai reçu une offre de remplacement après chez Gilles Dutheil, donc en SOT au départ. Et j'ai fait juste entre l'Espagne et le cabinet de Gilles. Donc j'ai fait de l'humanitaire au Mali. Donc là, c'était plutôt, tu fais un peu tout ce qui se passe, quoi. Enfin, tu fais le kiné, l'ortho, tu fais le chiro, tu fais enfin tout, quoi. Tu vas pas aller choisir parce que tu vas trop. Médecin de campagne. Voilà, c'est ça. Tu es même obligé enfin, voilà, de parler médicaments, de trucs. Enfin, tu fais un peu tout ce qui se passe. De toute façon, il y avait rien comme structure aux endroits où j'étais. Donc, au final, tu es obligé d'être très, très polyvalent. Et ça, c'était pas mal qu'à l'époque, enfin, je sortais juste du diplôme, donc c'était pas mal. Je sais pas si je serais aussi compétent maintenant. Mais et donc, après, voilà, je suis allé sur une rempla d'abord donc, chez Gilles Dutheil. Après, voilà, c'était juste une rempla. Par contre, il n'a pas réussi à me virer. Je dit, non, mais je reste. et, et je l'ai eu à l'usure, donc il m'a gardé 1 an. C'était une super expérience. Du coup, je faisais beaucoup d'SOT aussi à l'époque. Et puis, j'ai commencé à faire un mix entre SOT et Eke. Et puis, plus ça allait, plus je me suis intéressé aux muscles et plus je me suis intéressé à Eke. Et au bout d'1 an, je faisais aussi en parallèle un master en neurosciences. Et je devais le finir. Et puis, c'était un moment où j'avais aussi un peu envie de changer. Donc, j'ai arrêté le cabinet enfin, j'ai arrêté de travailler chez Gilles. Oui. Et je suis allé donc je suis allé finir mon master. Donc, c'était un master à distance. Donc, j'ai fait la fin de mon master à l'île de la Réunion, d'où je viens. Et ensuite, je suis allé faire l'oral. Donc, c'était une visio au Vietnam. Je sais que c'est un peu bizarre, mais voilà, j'ai fait un peu On est beaucoup nuls quand même. Voilà. Et au Vietnam, j'avais un pote, Edouard, qui est toujours là-bas d'ailleurs, qui bosse dans une grosse clinique. Et puis, il m'avait proposé en fait de venir le rejoindre. Et donc, je suis allé après faire un Montignac, mon master à l'île de la Réunion et puis Vietnam. Donc, je suis allé bosser 1 an à Ho Chi Minh, où c'était super sympa. Par contre, c'était un concept un peu trop… pareil, j'ai beaucoup apprécié d'apprendre la culture. J'ai bossé aussi différemment, parce que tu travailles beaucoup avec le yin et le yang là-bas. Même si tu fais de la bioméca, tu dois toujours ajuster un côté puis l'autre. Sinon, la personne ne va pas être balancée. Ah ouais, c'est C'est faux. assez intéressant. Tu fais pas une cervicale à droite puis une cervicale à gauche. Tu fais 2 cervicales à droite. Non, bah justement, si tu ajustes à droite, tu es obligé, en fait, pour que le patient se sente bien, tu es obligé d'ajuster à gauche. Et même si tu as 2 blocages à droite, il faut quand même que tu lui trouves un truc à gauche. Sinon, c'était assez étrange. T'as pas le droit. Ouais, alors, tu as le droit, mais c'est vrai que les patients, même s'ils connaissaient rien au cabinet, ils n'étaient jamais venus en première visite, à chaque fois, ils allaient demander, bah, tiens, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que vous pourrez m'ajuster aussi de l'autre côté? Et du coup, en général, tu prenais la vertèbre qui était bloquée et puis tu prenais une compensation, quoi. C'était… après, tu faisais pas Ça venait des patients. Ça venait des patients, la demande.
Ah oui, oui, ça venait des patients, c'était pas de nous, hein. C'était vraiment les patients qui demandaient ça, même si ils étaient, enfin voilà, pas, enfin, même si c'était des nouveaux patients, ils n'avaient aucune idée de comment le cabinet fonctionnait, tout ça. Enfin, c'était vraiment une demande de leur part. C'était assez étonnant. Enfin, C'est quelque chose de culturel au Vietnam, du coup. C'est ouais, suffisamment. je suppose, oui. Alors moi, au départ, je trouvais ça un peu bizarre. Après, le patron m'a dit, ouais, mais fais ça, tu vas voir, ça fonctionnera mieux. Et puis, effectivement, les patients étaient très, très contents. Et, et du coup, enfin voilà. Après, voilà, c'était quelque chose d'assez intéressant, mais c'est vrai que voilà, c'est pas quelque chose que je fais maintenant. Après, c'est vrai que j'aime bien regarder les deux côtés maintenant, du coup. Maintenant, tu te dis, pourquoi pas. Voilà. Mais, Et c'est quoi comme clinique au Vietnam? C'était pardon? quoi le fonctionnement de la clinique au Vietnam? Alors, donc, c'était une très grosse clinique. On avait donc, la chiropratique, du coup, le patient payait en fait un forfait Hmm. pour voir plusieurs thérapeutes. Donc, c'était. Donc, tu payais, je crois que c'était 50 ou 60 $ à peu près pour avoir d'abord une visite de chiro. Puis ensuite, aller chez des kinés. Donc, il y avait 5 kinés qui travaillaient sur place. Et ensuite, tu pouvais aller chez l'acupuncteur. Et ensuite, tu pouvais aussi avoir des semelles orthopédiques sur place. Hmm. Et donc, le chiro qui était là-bas, c'est un mec exceptionnel, enfin, hyper actif au possible. Et du coup, il faisait de la chiropratique, donc il faisait à peu près 50 patients dans la matinée. Et en plus, il faisait toute l'acupuncture lui-même. Ah oui, Donc, d'accord. c'était. Voilà, donc en fait, il courait, il plantait les aiguilles, ensuite il redescendait, il ajustait, puis il remontait, mettait les aiguilles et tout ça. Enfin, c'était un mec assez hallucinant et vraiment, enfin, vraiment inspirant, quoi. Enfin, vraiment cool. Et donc voilà, ça, c'était pour moi la première grosse clinique interdisciplinaire que je voyais. Et puis, c'est un peu différent, c'est-à-dire que souvent, en fait, on part du principe que le chiro devrait savoir tout faire. Et là, c'était non, le chiro fait la chiropratique sur les vertèbres, le kiné fait le musculaire, l'acupuncteur fait toute la partie acupuncture. En fait, le chiro n'est juste là que pour faire la partie vertébrale. En fait. Et après, on donnait quand même les directions pour tout le reste. Donc, on disait, tiens, vous allez faire ça, vous avez besoin de semelles, les appuis devraient être ici, là, là et là. Mais c'était vraiment ce travail d'équipe qui était du coup plus important et Oui. voilà, plus Oui, présent. c'était les chiro qui faisaient les premières visites quand même. Oui, oui, voilà, Et qui absolument. dispatchaient dans les autres professionnels. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, on était donc considérés comme médecins. C'est-à-dire qu'on avait aussi le droit de prescrire des médicaments, prescrire des IRM, des radios. Ça, c'était génial parce que du coup, on voyait le patient à 8 heures le matin, on l'envoyait aux radios, il revenait en fait pour le traitement à midi avec les radios dans la main, quoi. C'est vraiment top parce que du coup, on avait vraiment le décisionnel était très très rapide. Ouais. Par contre, comme on était au Vietnam et comme on était premier contact, on a eu beaucoup plus de cas vraiment très graves avec des hanches tuberculeuses, des cancers métastasés partout. Enfin, c'était vraiment toutes les semaines des diagnostics graves. Du coup, c'était beaucoup plus important. Enfin, toute la partie médicale, science, chiro, là, a vraiment, vraiment permis de nous sauver, de nous aider, parce que ça nous a permis aussi d'éviter des grosses erreurs. Enfin, tous les plus gros drapeaux rouges que tu puisses avoir, je les ai eus quoi, là-bas. Enfin, Ouais. c'était vraiment tout. Quoi. Et voilà. Et, et au bout d'un an, donc, c'était bien. Après, j'ai eu ouais, une sorte de petite nostalgie, puis j'avais un peu envie d'être plus voilà, près de la famille, près de la communauté Kiro aussi, tout ça. Et donc, je suis reparti. Je suis reparti en Europe. Au départ, je m'étais posé la question d'aller voir du côté de la Nouvelle-Zélande, mais l'examen m'a un peu découragé. Ah ouais, Et, enfin voilà, c'était cher. Et puis j'avais un peu la flemme de refaire encore un examen. Quoi. Enfin, c'était un peu trop d'efforts pour quelque chose où je m'étais plutôt dit, ouais, je vivais peut-être pour 6 mois, un an. Et du coup, j'avais demandé des conseils à Jean-Paul Pianta, qui au final m'a dit tiens, mais si vous n'allez pas en Nouvelle-Zélande, ça m'intéresserait de. Enfin, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de venir en Allemagne? Mhm. Qui a jamais été mon but, l'Allemagne, mais au final, c'était un. Enfin, voilà, Jean-Paul, c'est quelqu'un aussi avec qui il m'avait beaucoup inspiré à l'époque, enfin voilà, dans sa façon de parler de la chiro, de voir comment ça marchait. Donc j'étais assez attiré par ça, donc j'y suis allé. Et je suis pas resté si longtemps. Enfin, je sais pas, c'était un peu
au niveau chiro, c'était bien, mais c'était la ville en elle-même, c'était pas mon endroit. Je me sentais pas bien en fait à Hanovre, c'était pas vraiment mon truc. Et puis, par contre, j'ai commencé là-bas à travailler dans le milieu du sport professionnel. D'accord. Et du coup, Avec qui dans le hmm, sport? là-bas, j'ai commencé donc à travailler dans la Ligue 1 de hockey sur glace et avec les danseurs de l'Opéra de Hanovre, donc les danseurs de ballet. Et ce sont donc deux sports avec qui j'ai gardé contact après, parce que je suis parti sur Berlin un peu plus tard pour travailler dans un cabinet familial, donc de Dominique Elias. Et là, donc j'ai gardé en fait le contact et je faisais un petit peu les deux villes. Donc j'allais donc régulièrement voilà, à Hanovre pour voir mes hockeyeurs et mes danseurs, et puis je travaillais donc sur Berlin au passage. Mmh. Et puis j'ai continué comme ça. L'équipe de hockey, malheureusement, il y a eu des problèmes de corruption, tout ça, elle a fait faillite, donc ils ont tout fermé. Ouais. C'était pas avec mon salaire, hein, ça, il n'y avait pas de risque. Mais voilà, donc j'ai perdu tous mes contacts. Et puis sur Berlin, après, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au monde du cirque et des acrobates. Et donc, j'ai commencé après à développer une sorte de patientèle qui était un peu bizarre, mais avec tout de coup les artistes de cirque, tous les performeurs, tout ce qui est danse, chant, tout le côté un petit peu alternatif aussi est venu. Donc, le côté berlinois un peu assez fou, quoi. Et, Ouais. ouais. Et comment tu as fait ce premier contact avec le monde du sport? Parce que là, quand tu le dis, on ne se rend pas compte de comment une compagnie est venue te voir pour soigner ses danseurs ou ses hockeyeurs ou le cirque. Alors, il y a plusieurs méthodes. C'est-à-dire que quand j'étais chez Jean-Paul Pianta, un des hockeyeurs devait se faire traiter par un des chiros de l'époque. Et ce chiro m'a dit, écoute, moi je suis pas trop sport, si jamais ça t'intéresse, je pourrais te donner ce patient. Et puis en plus, mon allemand était vraiment horrible à l'époque. Du coup, il m'a dit, bah, tiens, si tu veux, tu parles anglais, ça pourrait bien passer. Et donc, je traite la personne. Et ce qui était super intéressant pour moi à l'époque, c'est que j'ai bossé avec beaucoup de techniques différentes des années d'avant. Et puis, tu sais, tu parlais du déclic. Et pour vraiment dire que je me suis trouvé ce moment où je me suis dit, bah, tiens, il y a eu un déclic, c'était quand je suis arrivé en face de ce patient. Et j'ai vu le patient, donc c'était un hockeyeur pro, et j'ai eu ce déclic de me dire, ah bah tiens, c'est rigolo, tout ce que j'ai appris et toutes les techniques que j'ai essayé d'apprendre, en fait, elles m'ont conduit à faire ce traitement-là, quoi. Et du coup, je pense que j'ai dû faire un des meilleurs traitements que même toute ma carrière. Enfin, c'était vraiment le truc, j'étais, oh, c'est exceptionnel. J'avais, tu sais, c'est un peu cette impression que tu as un... Tout s'aligne et tout est clair dans ce que tu Ouais, voilà, tout ça. bam, tu vois. Et c'était vraiment le truc où je me suis dit, bah ouais, génial. Donc, voilà, alors donc ça, c'est aussi un des messages d'espoir pour ceux qui sont paumés après leur diplôme chiro et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est pas... On s'en sort quand même. Hein. Et donc là, ça faisait 3 ans et demi que je cherchais. Et puis voilà, quand je vois en fait ce sportif, et puis je me dis, bah, tiens, c'est ça, je suis chiro du sport, quoi. Et c'est ça que j'adore, c'est ça. Enfin, j'aime la bioméca, j'aime le truc. Et puis j'ai tout envoyé sur ce traitement-là. Et Ouais. puis à la fin, je lui dis, bah, écoute, si jamais il y a d'autres joueurs ou si avec l'équipe vous avez envie de bosser plus avec des chiros, vous n'avez qu'à me dire, quoi. Et juste, c'est un peu comme ça, mais un peu dans le vent, quoi. T'as lâché ça et tu t'es dit, voilà, on verra. Voilà, on pose le truc, tu vois, tranquille, et on voit. Et le lendemain, donc il y a la manager qui arrive et qui me dit, Johan, je crois qu'on a un problème. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, il y a le kiné de l'équipe de hockey là, qui est dans la salle là-bas. Et il voudrait parler avec toi. Je dis, OK. Et là, je vais dans la salle, le mec, il n'avait rien dit, quoi. Et en fait, super sympa, un Anglais qui arrive et qui me dit, ah, mais c'est super, tu veux bosser avec nous éventuellement? Ouais, bah viens, écoute, tu fais quoi samedi? On a un match. Est-ce que tu veux venir? Je dis, bah, OK, c'est parti. Alors, on va voir le match. Voilà. Et puis à la fin du match, il vient, il me tope juste dans les gradins. Il me dit, tu aurais 2 minutes voilà, juste pour voir peut-être un joueur ou deux. Je dis, oh, bah, moi, je suis là. Tu sais, du coup, tu Ouais. descends, tu vas dans les vestiaires.
puis tu sais pas à quoi t'attendre. Et puis il dit, ben voilà, ça te dirait, enfin voilà, de traiter une ou deux personnes. Je dis, oui, oui, ben je suis là, quoi. Et là, il se retourne et puis il dit à toute l'équipe, il dit, bon les gars, est-ce qu'il y en a un qui a besoin d'ajustement? Il y a le chiro qui offre pour toute l'équipe. Et là, j'ai à l'enfoiré. Elle dit, bon, bah, c'est parti. Enfin, tu sais, voilà, j'étais là. Au final, je dis, voilà, c'est un peu le test. Et j'ai ajusté toute l'équipe, quoi. Et tu as passé tout ton après-midi. là, on était déjà en soirée. Du coup, je suis resté, je crois, jusqu'à 1h du mat ou un truc comme ça. Enfin, c'était un peu genre. Et ben voilà, j'ai vraiment bam, bam, bam. Après, je suis sorti du Vietnam, donc j'étais assez rapide, tu vois. J'étais genre. Mais. Et, et du coup, après, voilà, ils me disent, bah, tiens, on se rappelle d'ici 2-3 semaines. Et 3 jours plus tard, ils m'envoient en fait la superstar de l'équipe qui était sortie parce qu'il avait de la fatigue chronique, tout ça. En fait, il pensait qu'il avait une mononucléose, mais qu'il ne se retrouvait pas au niveau sanguin. Et du coup, ben, je l'ai traité, puis j'ai ajusté. Et une fois que lui, il est revenu après très rapidement sur les patins, bah, c'était bon, quoi. Après, j'étais intégré, quoi. Et donc, le balai, c'était à peu près aussi comme ça, c'est-à-dire que c'était patient. Enfin, c'est toujours quelqu'un qui vient en tant que patient, je l'ajuste, après je propose et puis il me recommande. Et pour tout ce qui était niveau cirque, par contre, ça c'était un peu différent parce que je suis allé m'entraîner moi-même dans le milieu du cirque. À l'époque, je faisais beaucoup d'arts martiaux et je m'étais blessé. Je m'étais dit, tiens, je changerais bien de domaine. Et puis, j'ai commencé à apprendre à faire les équilibres, le poirier, tout ça, à faire du trapèze volant, à faire du duo acrobatique. Et de ce fait-là, j'ai commencé à avoir aussi des contacts. Et comme je m'entraînais beaucoup, 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 et presque tout le temps, quoi, j'étais entre 20 et 30 heures d'entraînement par semaine. Ah oui, quand même. Euh, Oui, tout à fait. voilà. Avec beaucoup de monde. Ouais, voilà. Et puis du coup, bah, là, tu rencontres du monde. Après, j'ai eu des professeurs de cirque et comme tous les profs de cirque, ils sont tout le temps cassés. Bah, du coup, j'ai ajusté mes professeurs qui m'ont recommandé. Et puis ça s'est beaucoup joué comme ça, quoi, de recommandations, exactement. Ouais. Ok. Voilà. Et après, Et tu as commencé à donc ouvrir voilà. un cabinet. Alors après, pendant donc, ces 3 ans et demi, donc au niveau, ça a un peu stagné dans le sens où j'ai pas eu de grosses avancées exceptionnelles pendant un petit bout de temps. Donc j'ai commencé à me développer en tant que, enfin voilà, chiro-acrobate, quoi. Et j'ai quand même bossé un peu avec l'équipe de Ligue 1 après de hockey et de basketball de Berlin. Et puis, au fur et à mesure, enfin, voilà, j'ai eu aussi l'occasion avec Audrey Yargui, donc, qui devait partir sur une compétition de Jiu-Jitsu avec son partenaire, mais son partenaire en fait avait une blessure et du coup ne pouvait pas y aller. Et puis elle m'a contacté, on ne se connaissait pas à l'époque, et elle m'a dit, écoute, j'ai entendu dire que tu bossais beaucoup dans le sport, est-ce que ça t'intéresserait de venir avec moi sur une compétition? Et là, c'était du Jiu-Jitsu, et elle me dit, je dis, oui, c'est quand? Je dis, c'est dans 3 semaines et c'est en Bosnie, quoi. Et bon, voilà. Du coup, projet complètement absurde, complètement débile. Bah, forcément, c'est parti, quoi. et, et du coup, on part comme ça avec Audrey. On se retrouve dans un tournoi où c'était un chaos total. Et le seul médecin qui était compétent, c'était un médecin allemand. Et qui est en train d'essayer de sauver le truc. C'est catastrophique. Et du coup, ce qui était pas mal, c'est que le médecin allemand, il nous a connus, il a vu qu'on était compétents, il a vu qu'on était sérieux, et puis il nous a il nous a beaucoup envoyé de patients, fait confiance, on a beaucoup travaillé ensemble, et puis il s'est créé un lien entre lui et nous, et puis les athlètes aussi qui étaient dans une situation difficile. Puis voilà, on a commencé à faire des contacts, des connexions, et puis Audrey, elle était déjà depuis longtemps là-dedans, donc elle m'a aussi présenté à beaucoup de monde. Enfin, c'est vraiment une personne, enfin, si vous voulez bosser dans le jiu-jitsu, il faut se renseigner auprès de Audrey, elle est exceptionnelle. Et, et après, les athlètes nous ont dit, tiens, c'était tellement bien, est-ce que vous êtes là le mois prochain à Bangkok? Nous, on n'avait pas prévu, quoi. Bon, on a pris nos billets, on y est allé, quoi. C'est cool. On se retrouve au championnat du monde à Bangkok. Puis après, ça a tellement bien fonctionné. On va au championnat du monde donc, sur l'année d'après à Madrid. Et puis voilà, d'un championnat à l'autre, toujours avec des contacts. Là, il y a
l'équipe nationale allemande en fait, qui est venue vers moi et qui m'a proposé du coup de les rejoindre. Et du coup, je suis depuis ce temps-là, donc alors je suis pas vraiment là-bas en tant que chiropracteur vraiment, je suis équipe médicale. Donc c'est un peu plus large Dans le que staff. simplement la chiro. Ouais. Voilà. Je dois m'occuper aussi, par exemple, des saignements, des bandages. Je dois m'occuper de beaucoup de trucs en dehors de la chiro. Mais du coup, voilà, c'est très réparti. Et, voilà, et donc, après ça, donc, ça, je le fais depuis 4 ans. Et après, il y a eu un moment où, avec Dominique, ben voilà, ça arrivait un peu à un moment où moi, j'arrivais sur la fin d'un cycle. Ça faisait 3 ans et demi que je bossais là-bas. Et puis, c'est un peu ce monde de décision, en fait. Oui. Est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas? Et puis, voilà, il n'y a pas vraiment, je n'ai pas senti qu'il y avait vraiment de la place pour moi pour grandir à l'intérieur de ce cabinet. Donc, j'ai préféré, en fait, ouvrir le mien. Oui. Et donc, ça, c'était voilà, le début de Chiro House, hein, un projet assez fou. Ah, c'est fou. Bah, parle-nous de ce projet. Kiro House, c'est quoi en fait? Alors, bon, déjà, Chiro House, c'est maintenant, je crois qu'on a 17 ou 18 personnes qui travaillent sur place déjà maintenant. Donc on a il y a 4 chiros, moi inclus, 3 entraîneurs, 2 masseurs, et après on a beaucoup de staff sur le côté communication, gestion, tout ça, enfin le front desk, le secrétariat aussi. Et du coup, c'est un concept multidisciplinaire. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais fait au Vietnam, sauf qu'au lieu de faire en fait, des séances de 5 minutes, nos séances sont entre 20 et 30 minutes pour les suivis, donc entre 40 minutes et 1 heure pour les premières séances. Et voilà, donc le chiro fait toujours la première visite, et puis ensuite il va donc déterminer donc les diagnostics, il va dire tiens, ça c'est un patient chiro ou pas chiro, donc c'est-à-dire s'il y a un patient qui vient par exemple parce qu'il y a tout le temps la nuque qui est bloquée parce que sa posture elle est vraiment horrible, ce n'est pas vraiment un patient chiro parce qu'on va ajuster les thoraciques. Il y a un moment où il va gagner en fait un certain degré d'amplitude, mais si on ne va pas mettre les muscles là-dessus, ça ne tiendra jamais, quoi. Ça va tenir. Et du coup, on a créé un système où justement, on va faire les séances d'abord en tant que chiro, on déblaye tout ce qui est subluxation, blocage, tout ça. Et puis ensuite, on va envoyer donc à l'étage inférieur, où là, donc, on a une zone d'entraînement. Et la zone d'entraînement, donc, ils vont travailler sur comment est-ce qu'on a une bonne posture, mais aussi sur les gens qui se blessent en s'entraînant. Par exemple, on a beaucoup de sportifs qui ne savent pas faire du lever de barre ou je crois que ça s'appelle déjeter en français. Enfin, c'est tous ces trucs overhead press, des trucs comme ça, snatch. Ils ne savent pas en fait la bonne technique et du coup, ils vont se blesser continuellement. Et du coup, nous, ce qu'on leur apporte, c'est aussi des cours sur comment lever le poids, comment faire du yoga sans faire des trucs où on a tout le temps la nuque qui est ici, comment respirer, parce que c'est aussi des choses importantes. C'est des cours, c'est des séances personnelles, des personal training. Voilà. Donc, au départ, on a fait vraiment du personal training, enfin vraiment comme la chiro, mais en fait de faire du personal, mais one-to-one, donc vraiment de très haute qualité. Et puis vraiment d'être très précis sur tous les points. Donc, c'est un peu ce que je faisais au départ tout seul. Donc, quand j'étais tout seul, je faisais aussi de la chiro, je faisais de la rééducation et puis je donnais aussi des conseils. Et puis après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette partie-là et je lui ai donné une identité propre en engageant un entraîneur. Oui. Et du coup, l'entraîneur, il a commencé en fait à se développer. Et puis maintenant, c'est devenu une partie complètement entière, quoi. Enfin, et donc, là, alors juste avant Corona, c'est un peu con, mais on devait commencer les cours en fait, de groupe. C'est-à-dire de commencer à passer sur le modèle un peu wellness, c'est-à-dire que de passer vraiment sur les cours de maintien de colonne, posture, healthy shoulders, enfin vraiment les… Pilates, yoga, des choses comme ça. C'est ça. Alors, je voulais essayer d'éviter de prendre du pilates, yoga, tout ça, juste pour la simple bonne raison que je trouvais que c'est important qu'on ait un peu notre identité propre. Oui. Et que
Surtout à Berlin, il y a énormément de yoga, énormément de pilates. Du coup, on se serait un peu noyé là-dedans. Donc, je suis plutôt parti sur voilà, école judo, renforcement et un peu un mix entre sport et réhabilitation, en fait. Ils appellent ça sports thérapie ici, enfin thérapie du sport, quoi. Et du coup, d'essayer de pas De ne pas vraiment mélanger aller. pour pas se fondre dans la masse, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je pense que c'était quelque chose où si on ouvre un cabinet et surtout dans une grosse ville, il faut, je pense, enfin, c'est ce qu'ils appellent les statements. En fait, il faut vraiment se mettre sur un créneau et se dire, bah, tiens, ça, c'est ce qu'on fait et ça, on le fait bien. Et on est plutôt spécialisé. Après, on a quand même un spectre de travail qui est assez large, mais c'est important au moins dans la communication et dans la façon de bosser, de se dire, bah, tiens, on fait ça, quoi. Donc, par exemple, moi, je ne vais pas mettre, je fais Kiro, SOT, Eke, tout ça. Je vais juste mettre, je fais Kiro. Hein. Kiro, ouais. Et après, si j'utilise d'autres techniques, si je mets mes blogs, si je fais des tests musculaires, tout ça, ça me regarde que moi. Mais sur des grosses villes, je pense que c'est bien d'être spécialisé, alors que sur des petites villes ou des trucs de campagne, là, je pense que c'est mieux en fait d'avoir, enfin voilà, d'afficher un spectre plutôt large, quoi. C'est un choix. Ouais. D'accord. Et du coup, Kiro House, comment tu passes en 4 ans de 2 à 17 personnes? Ça se passe comment? Ça se fait comment? Parce que c'est très rapide quand même comme développement de cabinet. Ouais. Ouais, je sais pas si tu vois, j'ai perdu un peu de cheveux par là. Voilà, bon, on va passer sur le fait que ça prend énormément de boulot, de stress et d'énergie, parce que ça, je pense que de toute façon, on ne peut pas y arriver si on ne met pas la dose d'heures derrière. Ça n'existe pas de toute façon. Je pense que, alors, la première des choses, c'est que moi, j'ai grossi un peu indépendamment, un peu à l'insu de mon plein gré, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment cherché ça. Par contre, j'étais un peu obligé à faire ça. C'est-à-dire que je suis arrivé dans mon premier local. Donc, au départ, j'étais tout seul. Et puis, le premier local que j'ai trouvé, il était magnifique. Enfin, c'était un truc, tu ne peux pas le retrouver, un truc aussi beau dans un truc. Enfin, c'est un concept alternatif qui s'appelle Holzmarkt. C'est un truc exceptionnel. Et puis, ça aurait été vraiment débile de laisser passer cette occasion-là. Enfin, c'était vraiment un truc. Je suis rentré dans la salle, je dis, je dois faire un cabinet ici, quoi. Même si le loyer était absolument hallucinant. Alors, je sais que les Kiros sont assez frileux pour les chiffres. Moi, je n'ai pas trop de problème avec ça. Donc, juste pour idée. Donc, j'avais un chiffre d'affaires donc, de 4 000 euros et le loyer était donc à 2 200. Donc, 4 000, c'était. Enfin, je devais retirer tous les taxes et tout ça dedans. Hein. C'était pas. Voilà. Et là, j'avais un de mes potes et qui est entraîneur en fait au Danemark, qui est aussi au niveau de la technique, il est exceptionnel. Puis je vois que j'avais 2 salles et je me dis, bah, le loyer il est beaucoup trop haut. Ce sera plus simple en fait si lui il vient et puis on va essayer de construire un concept un peu à deux, quoi. Ouais. Donc, c'est-à-dire je l'ai fait du coup rentrer dans la deuxième salle. Par contre, lui, il était employé, donc avec un salaire fixe. Alors là, heureusement que je ne savais pas le calculer à l'époque, parce que sinon, je ne l'aurais jamais fait. Mais c'est une grosse erreur financière. Mais par contre, ça a payé parce que il était excellent, quoi. Et ça, c'était un gros risque, quoi. Et du coup, voilà, j'ai eu cette salle, donc on se retrouve à 2. Et puis après, je me dis, bon, ben, si on est 2, si je garde l'idée du Vietnam, ben, on va avoir besoin d'une secrétaire. Donc ça faisait, hop, je prends une secrétaire, même si au départ, c'était juste 10 heures, mais tu vois, j'en prends une. Et puis, on essaie de faire fonctionner ça, quoi. Déjà à 2, plus secrétaire. Et puis, ça a été à peu près tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'un an plus tard, le cabinet, je pouvais le garder que pour un an. Et ils m'ont viré en fait dans une autre clinique qui était beaucoup plus grosse. C'était un projet avec beaucoup de thérapeutes qui se sont tous désistés. Et là, je me dis, ouais, bah, ce serait dommage quand même de laisser tomber ce projet-là, juste parce que les autres, ils se désistent. Donc, moi, je prends tout, quoi, tu vois. Du coup, tu te remets un loyer énorme, c'est ça? Ouais, donc là, à l'époque, c'était 5 500 euros. D'accord, Voilà. du coup, tu doubles le loyer, mais tu n'es toujours que Ouais. 2, 3. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et, et du coup, bon, je bossais beaucoup aussi à l'époque, donc ça allait, mais c'est quand même, j'étais un peu fatigué. Et puis au bout d'un moment, tu es tout le temps en train de courir, en gros, derrière payer ce loyer, tout ça. Et puis du coup,
je recrute parce que moi, ça tournait très bien. Par contre, j'avais mal aux mains. Ma tête, elle était en train d'exploser. Je bossais tous les jours de, je sais pas, 9 heures jusqu'à 22 heures à peu près. Voilà. Et donc, j'ai recruté une première chiro pour m'aider. Et, et ben là, pareil, je pense que c'est aussi ça le truc. Je pense que je prends des bonnes décisions par rapport au thérapeute. Donc, je pense que j'essaie de trouver toujours une personne qui soit à la fois compétente, qui passe dans le concept, qui passe aussi avec mon style de management et qui passe avec mon idée de santé. Et du coup, si à chaque fois tu recrutes dans ce style-là, ça renforce en fait ce que tu as fait au départ. Et puis c'est un truc important, c'est que je prends tout le temps quelqu'un qui est meilleur que moi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de chiro qui disent toujours moi je vais prendre quelqu'un pour lui enseigner. Moi je pense que si je n'ai pas quelque chose à apprendre de cette personne-là, je vais la trouver pas intéressante. Oui. Du coup, j'aime bien recruter des jeunes qui vont par exemple faire une technique que je ne connais pas ou qui vont avoir une spécialité ou envie de faire quelque chose qui m'intéresse et qui m'inspire. Parce que du coup, ça m'aide aussi pour le patient. Par exemple, pour elle, c'était assez simple, c'était femme enceinte et bébé. Donc, oui. Spécialité que je ne fais pas du tout. Mais tu en avais quand même qui venaient au cabinet? Non, à l'époque, j'avais arrêté. Ça me prenait de l'énergie pour. J'avais quelques femmes enceintes, mais les bébés, je ne me sentais pas compétent pour ça. Tu les refusais? Voilà, c'était venu par rapport. Le cabinet d'avant, j'ai bossé 3 ans et demi avec Dominique Elias, qui était spécialisé là-dedans et qui était excellent là-dedans. Du coup, je lui envoyais tous les patients et puis. Du coup, j'ai pu en fait me spécialiser vraiment dans le truc ortho et sport. Et puis, quand après, moi, quand on a déménagé, je me suis dit, tiens, ce serait bien de pouvoir reproposer ça dans Chiro House comme service. Et donc, j'ai recruté une spécialiste là-dedans. Et donc, ça a été assez simple. Donc, c'était, déjà, il y a aussi des patients qui veulent plus être traités par une femme qu'un homme. Oui. Après, il y a le côté femme enceinte bébé. Donc, on avait quand même une ligne directrice qui était la même. On travaillait de façon assez similaire, mais par contre, ça m'a permis d'aller encore plus dans le sport et dans l'ortho. Et puis, notre concept du coup à 3 a commencé à tourner de plus en plus. Puis, j'ai recruté donc une autre personne. Et là, on a recruté juste après Corona. Donc, j'ai recruté un entraîneur. J'ai recruté 2 entraîneurs. Donc, un qui fait un petit peu le même travail que le premier. Et aussi une spécialiste en étirement qui a bossé aussi avec du soleil et qui, du coup, avec Corona, là, se retrouvait un petit peu sans job. Et du coup, elle enseigne tout ce qui est étirement et la bonne technique pour s'étirer. Et j'ai recruté donc le 4e chiro juste après Corona. Donc, lui, c'était en fait un autre cabinet où ils ont été un peu, ils ont viré tous leurs chiros. Avec l'arrivée de Corona parce qu'ils ont eu un peu peur et comme lui, il trouvait ça pas cool la façon dont ils ont géré. Il voulait partir et puis voilà, c'était très bien pour moi. Je recrutais. Voilà, j'avais besoin de quelqu'un. Il était là, impeccable. Il a ramené ses patients aussi, donc c'était assez cool, quoi. Et donc voilà, c'est toujours ce truc de se dire, au final, la façon de grossir, c'est il y a plusieurs choix. C'est-à-dire que soit quand tu grossis, tu vas faire une croissance verticale, c'est-à-dire que je suis un chiro, je deviens de plus en plus connu. Et plus je suis connu, plus je fais d'argent. Et puis après, c'est un peu ce que tu fais avec cet argent qui est important. Soit tu investis ça donc, dans une maison, un appart, des vacances, des choses comme ça. Et moi, j'ai toujours choisi d'investir cet argent dans le cabinet ou en employant d'autres personnes. C'est-à-dire d'augmenter le service que l'on prodigue à Chiro House. Donc, c'est plutôt une croissance en fait horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de profit. Par contre, tu t'élargis en fait sur la base s'élargit et du coup, ça permet une croissance rapide. Il y a quand même un risque après qui est de celui que s'il y a un gros problème, par exemple un truc un peu probable du style une pandémie, Par exemple. voilà, du coup, tu te retrouves avec énormément de personnes et en même temps, tu as assez peu de profit à ce moment-là. Donc, tu te prends tout dans les dents, quoi. Ça, c'est un peu le risque de cette croissance en fait plutôt horizontale. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que du coup, quand tout le monde recommence à bosser un peu,
boum, ben, tu arrives tout de suite en fait, à un cabinet qui reprend tout de suite vie et qui reprend tout de suite sa forme un petit peu initiale. Et enfin, voilà, ça récupère très, très vite, quoi. D'accord. Voilà. Et c'est quoi ta vision pour le cabinet dans les années à venir? Oh, ça, je crois qu'on n'aurait pas assez d'une heure pour tout décrire. Ma spécialité, c'est d'avoir des visions. C'est vraiment, j'ai tout le temps des tonnes de projets, des tonnes de trucs. Euh, bon, là, avec Corona, la chose qui est importante, c'est d'abord de stabiliser, d'améliorer ce qu'on a. Donc, on vient de déménager aussi. Pendant Corona, j'ai déménagé dans un local qui était plus grand, avec plus de salles et tout ça. Donc, il faudrait déjà stabiliser ça Mhm. et améliorer les concepts intérieurs sur le référencement des patients aussi et tout ça. Donc, on est vraiment un système qui soit plus clean entre nous. Ouais. Et, et après, voilà, dans le futur, alors, ce qui est important, c'est moi, maintenant, je commence à me retirer de plus en plus de la chiro normale, entre guillemets. Et je commence à faire de plus en plus, donc, soit sport, soit des cas complexes de blessures. Et je fais beaucoup de recherches sur justement tous les cas très très graves de blessures, des grosses brûlures, des gros handicaps, des gros problèmes nerveux, tout ça. Et du coup, mon idée, c'est de continuer à faire grossir Kiro House d'un côté avec ce concept qui va être de plus en plus élaboré, plus clean, enfin, je sais pas, par exemple, là, on vient de commencer avec la prise de rendez-vous sur Internet, ce qui est super. Mais aussi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse aussi envoyer, par exemple, les exercices des patients en vidéo, ce genre de petites choses. Enfin, voilà, de faire un peu tout ce qu'on a Professionnaliser encore déjà. plus, Hmm. de professionnaliser encore plus et de faire Voilà. quelque chose d'assez unique finalement. Voilà, c'est ça c'est toujours cette idée d'avoir un concept qui passe, en fait, dans son ensemble, en fait, que tout soit vraiment, voilà, que tu aies une super belle organisation, mais en même temps que cette organisation soit au service des gens qui travaillent dedans et pas qu'ils n'en soient pas esclaves. Parce que si tu as la première séance, tu dois dire ça, 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 ça et ça, et qu'ensuite tu dois vendre ça, 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 ça et ça, ce qui se passe dans certains cabinets, bah, du coup, tu n'as pas de créativité. Et ça, c'est un truc que moi, je veux garder dans Kiora, c'est-à-dire que chaque thérapeute doit rester créatif, il doit pouvoir utiliser les techniques qu'il veut, recommander ce qu'il veut, mais en même temps, voilà, il a tous les outils du cabinet pour le soutenir en fait dans ses choix, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et ça, c'est Voilà. quelque chose que tu avais vécu dans tes autres jobs en Espagne, au Ouais. Vietnam? Alors voilà, c'est toujours ce truc. J'ai souvent eu, soit tu rentres dans un concept qui est fini, donc Hmm. c'est-à-dire que, enfin, par exemple, le Vietnam, c'était ça, donc c'est-à-dire que tu viens en tant que chiropracteur et dis, bah, tiens, tu viens pour ajuster comme ça. Voilà. Une fois que tu as ça et que tu as encore une minute de temps, tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux ajuster ça, ça, ça et ça. Hmm. Et le système fonctionne comme ça, ça, ça et ça. Et puis du coup, tu prends une position en fait dans un cabinet multidisciplinaire, ce qui laisse assez peu de place pour ton développement personnel. Mais par contre, enfin voilà, c'est des très très bons jobs, très bien payés. Enfin, voilà. Mais ça Et donne quand puis même beaucoup j'avais de eu. turnover, Hmm. non? Dans ces cliniques. Il y a beaucoup de turnover dans ces cliniques. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Voilà, c'est ça. C'est en général, tu y vas pour avoir une certaine expérience. Tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, il y en a qui, du coup, ça leur plaît. En fait, ils trouvent ça confortable, donc ils restent aussi dedans. Hein. C'est aussi. Enfin, voilà, si tu aimes le Vietnam, si tu as un super bon salaire, au final, pourquoi partir hein, si c'est si voilà. Et puis ça dépend toujours de ce que tu recherches quoi dans le job. Et et après donc il y a pardon. Et oui, et du coup pardon, on en était. J'ai perdu le fil. On en était tu laissais la liberté Ah oui, oui. aux chiro qui travaillaient pour toi pour qu'ils puissent s'exprimer et que c'était un système gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà, voilà. Oui, et du coup quand on parle de Kiro House, pour moi, c'était justement cette idée de prendre ça. Et puis, par exemple, chez Gilles, moi, j'avais une liberté complète. Donc, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et Gilles me disait, du moment que le patient il est satisfait, je suis satisfait. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de faire un petit peu ce mix entre les deux, c'est-à-dire de dire, bah, oui, effectivement, moi, les chiro, ils peuvent utiliser la technique qu'ils veulent. Par contre, on a un style plutôt biomécanique à Kiro House. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui commence à faire quelque chose de complètement différent,
c'est pas forcément mauvais, mais il faut voir juste si ça passe avec les patients qu'on a, voir si ça passe avec les autres collègues. Enfin voilà, Dans la c'est pas cohérence. forcément négatif, mais voilà, c'est quand même plus simple de continuer dans cette ligne-là. Et puis même le savoir qui va être généré à Kiroran, c'est plutôt dans cette ligne-là. Mais par contre, voilà, de faire un peu ce truc où les gens peuvent être créatifs, mais en même temps d'avoir un concept qui nous unit, quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Je vais arriver un peu plus sur la philosophie de la chiro. Euh, Toi, c'est quoi ta philosophie en chiro et qu'est-ce que tu penses qu'on fait en chiro Alors, c'est une question qui m'a beaucoup, beaucoup travaillé pendant très longtemps, parce que je ne me retrouvais pas vraiment dans les philosophies classiques. C'est-à-dire, je ne me retrouvais pas vraiment dans la vitaliste et je ne me retrouvais pas vraiment dans l'evidence-based. Je me retrouvais un peu nulle part, quoi. C'est-à-dire, j'avais du mal en fait à trouver ma place dans tout ça. J'étais assez perdu. Donc, c'est un peu ce dont on parlait justement de tester tout et de voir tout. Je savais qu'il y avait du vrai un peu partout et je savais qu'il y avait des choses intéressantes partout. Donc, c'est pour ça que j'ai tout fait. Et donc, j'ai eu tout un départ plutôt voilà, équé, neuro, émotionnel, tout ça. Puis ensuite, je suis parti sur la bioméca. Et maintenant, en fait, ma philosophie chiropratique, elle est vraiment basée sur un peu un mix de tout ça, basé sur le mouvement. Alors, ma philo chiro, elle est peut-être un peu en désaccord avec ce que certains disent, mais je pense en fait que souvent on parle de chiropracteur, c'est le nerve doctor, par exemple. ouais. Et je pense que c'est faux parce qu'on n'est pas des spécialistes du nerf, mais on est spécialistes du mouvement du nerf. C'est-à-dire que la subluxation, finalement, c'est une vertèbre qui va limiter le mouvement du nerf. Et du coup, en le comprimant le nerf, il va du coup pas pouvoir exprimer son plein potentiel. Donc, si on regarde dans la partie vitaliste, ça c'est le vocabulaire qui est souvent utilisé, de ne pas utiliser le plein potentiel. Alors, si on regarde en fait donc l'action, donc on n'est pas le spécialiste du nerf, puisque le nerf il est comprimé. Nous, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on lui redonne son mouvement originel, mais on ne va pas aller vraiment soigner le nerf en lui-même. On lui redonne son mouvement. Et du coup, notre spécialité en fait, c'est d'analyser les mouvements de la colonne et les mouvements du nerf. Et du coup, je pense que en tant que chiro, au lieu de dire qu'on est des spécialistes du système nerveux, on devrait peut-être plutôt dire qu'on est des spécialistes de la biomécanique du système nerveux. Et je pense qu'on aurait moins de chances de se planter. Et du moins, c'est ma philosophie personnelle. Alors, j'essaie aussi toujours de dire que c'est la mienne, puisque c'est ma façon de penser. Mais je pense que le chiro, en fait, en tant que spécialiste de la biomécanique du système nerveux, a beaucoup, beaucoup à faire. Et du coup, j'ai fait une analogie avec, par exemple, le canal carpien. Le canal carpien, donc, c'est donc un ligament qui va comprimer un nerf. Et du coup, le nerf ne peut plus donner l'information nerveuse. Du coup, la main va commencer à s'atrophier et va commencer à avoir des problèmes à ce niveau-là. Et si on regarde, en fait, on pourrait presque appeler ça une subluxation en fait, ligamentaire. Enfin, c'est une limitation du mouvement et de la capacité d'adaptation de ce ligament carpien, enfin le transverse, j'ai plus les noms français, le canal carpien. Et du coup, si ce ligament est trop rigide, trop comprimé, où il n'y a plus assez d'espace, il va comprimer le nerf, ce qui entraîne en fait un problème de transmission du système de l'information nerveuse. Oui. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'au final, c'est exactement la philosophie chiro quand on parle de l'innate intelligence qui passe au travers de la colonne et qui va dans le nerf et tout ça. Et de se dire, ben, l'information est à 100%, elle va jusqu'à la main et puis là, elle va être comprimée et puis du coup, il n'y a plus rien dans la main. C'est exactement en fait la philo chiro, sauf que la philo chiro est vraiment basée sur la subluxation vertébrale. Et moi, ma façon de penser, en fait, c'est je vais être un spécialiste de la biomécanique du système nerveux jusqu'au bout des doigts. Et du coup, je vais essayer de travailler sur le mouvement des nerfs dans la colonne vertébrale, mais aussi de voir s'il n'y a pas des subluxations musculaires, des subluxations ligamentaires, des subluxations tendineuses. Et en général, comme le mot subluxation est un petit peu, voilà, il peut entraîner un petit peu de confusion, je vais plutôt utiliser le terme, je parle peu français en ce moment, mais du coup, je vais plutôt le nerve entrapment, et qui est un syndrome des carrefours nerveux, si je me souviens bien en français. Mais
Une compression Euh, nerveuse? j'ai- Non, Hmm. pas une compression nerveuse? Non. Voilà, bah, c'est tout ce qui est les thoracic outlet syndrome, tout ça, Oui. enfin les compressions nerveuses, quoi, les compressions. Bref, je vais parler d'entrapment, comme ça c'est Ouais. le… C'est clair comme ça. Voilà, et du coup, je pense qu'on a un entrapment qui va être périphérique, mais qui peut être aussi pronateur, mais qui peut être aussi scalène, tout aussi bien, il peut être aussi dans la colonne vertébrale. Il peut être aussi au niveau de l'atlas. Et c'est pour ça, en fait, ma vision c'est un peu de l'ultra mécanique, on va dire. C'est-à-dire que j'essaie de prendre tout ce que les vitalistes nous donnent, en fait, comme information. C'est-à-dire que les vitalistes, je pense que du fait qu'ils ont cette force de croire que, ben, voilà, l'ajustement va résoudre tout, mais on voit beaucoup de miracles qui arrivent. Oui. Genre des gens qui récupèrent de paralysie, des gens qui récupèrent voilà, de problèmes de vessie, de problèmes d'organique et tout ça. Et je pense qu'ils ont en fait, il y a du vrai là-dedans. Seulement la chose, c'est que je pense qu'on devrait plus étudier donc, ces espèces de miracles d'une façon bioméca pour essayer de faire en sorte que ce soit reproductible. Oui. Et On ne sait pas quand ça arrive en fait. On ne sait pas voilà, sur quel patient est-ce que le miracle il va arriver. Ce voilà serait c'est ça. l'idée de savoir dire on arrive à segmenter, toi tu vas répondre, toi tu vas pas répondre. Ouais, exactement. Et du coup, mon job, c'est un petit peu ça, comme je suis un ultra-mécaniste, mais avec une vision assez ouverte. Ben, j'essaie en fait de prendre un petit peu les idées. Je me dis, ben, tiens, comment est-ce que Hervé Lillard il a pu perdre son oreille? Tiens, on va essayer d'aller voir, est-ce qu'il pourrait y avoir une compression du nerf auriculaire postérieur, ou est-ce que ça pourrait être une compression, enfin, je sais pas, un truc, une glande ici qui pourrait gonfler au niveau de l'oreille, ou est-ce qu'il pourrait y avoir des trucs comme ça? Et puis essayer justement de me dire, ben, tiens, est-ce que je pourrais pas avoir une raison biomécanique en fait Allez, faire ça. derrière qui me permettent de comprendre en fait ce qui est pu se passer quoi. Et ça donne plutôt de bons résultats. Enfin voilà, c'est donc voilà. Enfin, j'ai une vision ouais, très biomécanique du système nerveux. Voilà, c'est ça. Ouais. Hyper intéressant. Et tu commences à avoir, tu dis voilà, des gens qui répondent, des gens qui répondent pas, tu commences à avoir des pistes d'idées dans. Alors voilà, c'est quelque chose que je vais développer probablement beaucoup plus dans les prochaines années. Mais j'ai commencé à développer donc, des systèmes sur les paralysies. Donc, paralysie, on parle de paralysie complète, donc avec amyotrophie, perte de sensibilité, enfin vraiment, voilà, il n'y a plus de muscles, rien, le bras est complètement comme ça. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur un système pour relâcher toute cette tension sur la biomécanique du système nerveux. Et, euh, et ça a commencé ça fait 7 ans que j'ai commencé à bosser sur les paralysies de façon assez, au départ un petit peu comme ça. Je pensais que j'avais juste eu du bol sur un patient, que j'avais récupéré sa paralysie par chance, et puis c'est un petit peu comme, enfin, voilà, un, un coup de chance, et puis il n'y avait rien derrière, mais je pensais avoir un peu un concept. Et puis j'ai commencé après à retravailler mon concept, et puis l'améliorer, le peaufiner, et puis après à travailler donc voilà, des idées de mouvement du système nerveux. Et au final, ça a payé puisque j'ai eu d'autres patients. Donc, après ce patient-là, c'était un accident de moto qui lui avait arraché donc C5 et C6. Et puis, ça avait été opéré, mais ça ne fonctionnait pas depuis 2 ans. Il avait une paralysie complète du bras gauche. Et on a récupéré donc les contractions par rapport à ça. Puis, ce protocole, je l'ai utilisé sur une autre patiente qui a été donc, elle avait une résection de première côte qui a mal tourné. Et directement après l'opération, elle ne pouvait plus utiliser sa main. Donc, ça faisait 5 ans qu'elle est venue. Et puis, on a commencé à récupérer la fonction de la main. Donc, c'est des récupérations assez rapides. En plus, après 3 semaines, on avait les premières contractions musculaires. Et, et puis, ça s'est développé. Du coup, j'ai développé ça vraiment pendant voilà, quelques années. Là, je crois que j'ai à peu près 19 paralysies périphériques que j'ai résolues avec un très haut taux de réussite. Les 2 personnes que j'ai pas réussi, en fait, enfin, j'avais eu 21 et j'ai réussi 19. Et les 2 personnes avec qui j'ai pas réussi sont… Une, elle pouvait pas supporter le traitement, c'était quand même assez douloureux ce que je fais. Oui. Et la deuxième, en fait, je l'ai envoyée faire un IRM et elle n'est pas revenue. Mais peut-être qu'il y avait autre chose, je ne sais pas. Parce que je pensais qu'il y avait un truc un peu bizarre derrière. Mais
Mais voilà, mais il y a un très haut taux de réussite et tout ça, en fait, je suis en train de le développer maintenant aussi sur des concepts de paralysie spastique et puis de paraplégie aussi. Donc D'accord. ça, c'est des choses que j'espère seront… Enfin voilà, je ne sais pas encore si ça va fonctionner, comment ça va fonctionner, mais j'ai de bonnes idées derrière, quoi. Mais c'est ton petit laboratoire du moment, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est C'est ça? mon petit Et projet ça ressemble recherche. à quoi techniquement? Ça ressemble à un ART, vraiment aller chercher le nerf où il est et le faire coulisser, un peu comme de la neurodynamique, ou c'est complètement différent? Alors, euh, alors neurodynamique, j'ai découvert ça il y a peu de temps. C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça m'économise beaucoup de travail avec mes doigts. J'ai beaucoup moins mal aux mains depuis que je fais ça. Euh, c'est un peu un mix, c'est-à-dire que je fais un peu un mix de… J'ai une grosse base de ART. Et ART, alors j'ai pas fait le séminaire nerveux de ART, mais il y a une base en fait de ART nerf, et ça a l'air assez similaire à beaucoup des protocoles que je fais. Oui. Et, et ensuite, il y a vraiment une partie après où moi j'ai vraiment dû créer. Donc, c'est-à-dire que j'ai créé des ajustements neuraux. C'est-à-dire que le nerf, en fait, du coup, est dans une mauvaise position et je le remets dans la bonne position, enfin, avec des impulses ou avec des mouvements. Donc, en fait, tu es beaucoup obligé de travailler sur… Enfin, le nerf est tellement fragile, tu dois faire quand même super attention. Et Mhm. du coup, c'est pas, tu ne vas pas faire un gros break comme sur une vertèbre cervicale, mais par contre, il y a des moments où tu vas quand même devoir le déplacer, le bouger. Et j'ai utilisé donc, voilà, les concepts de neurodynamique aident beaucoup puisque ça permet de créer une tension et d'analyser en fait le positionnement du nerf et quelle tension est dans le nerf. Mais, euh, ce serait un peu difficile à décrire. C'est un petit peu, voilà, je vais utiliser les outils de Grashton aussi beaucoup, mais pas du tout la façon dont Grashton l'utilise. Je l'utilise juste parce qu'ils sont très fins et du coup, ça me permet de vraiment travailler vraiment le long des nerfs. Mais on va dire, truc tout simple, voilà, si tu as un nerf carpien qui va être comprimé, ben, ton canal, il est là. Du coup, la chose toute simple, c'est que tu vas venir et tu vas prendre ton Grashton tool et tu vas le soulever en fait de l'intérieur. Donc, tu vas aller vraiment le chercher, le soulever. Et pendant que tu soulèves, tu vas permettre en fait un glissement donc, du nerf. Ça, c'est peut-être le truc le plus simple en fait à voir. Mais du coup, en fait, des fois, tu travailles sur la compression elle-même. Des fois, tu travailles sur le ligament qui comprime et du coup, tu vas le soulever et tu vas permettre le glissement du nerf. Donc, un petit peu comme un système de fil dentaire, comme un neurodynamique. Et des fois, bah, c'est vraiment les nerfs qui sont bloqués entre eux, qui sont vraiment coincés entre eux. Et là, donc, il faut vraiment aller les remettre en place avec ta main, quoi. D'accord. C'est ça. Oui, du coup, ça demande un toucher très, très fin, non? Voilà, ça m'a pris, je crois que j'ai travaillé 3 ans sur mon toucher avant de pouvoir sentir les nerfs de la façon nécessaire pour faire cette technique. Enfin, c'était un moment où j'ai étudié beaucoup dans les bouquins et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à arrêter de faire ça. Je me suis dit, je vais me concentrer sur le toucher, le toucher, le toucher. Et je crois que c'est vraiment depuis… Enfin, voilà, ça fait 7 ans, voilà, ça fait à peu près voilà, 3-4 ans où je pense que j'ai le toucher nécessaire en fait, pour pouvoir faire ça. Et pourtant, je travaillais déjà manuellement avant. Hein. Je me suis aussi interdit toute machine. Donc, je n'utilise pas d'activateur, je ne travaille pas en drop, je n'ai pas de temper ou de trucs comme ça. J'ai complètement interdit tout ça pour pouvoir améliorer mon toucher. Oui. Et, et maintenant, en fait, je commence à revenir juste parce que j'ai mal au doigt. mais, mais du coup, j'utilise en fait beaucoup d'outils qui me permettent d'éviter d'avoir mal aux mains. Mais voilà, dans ma phase de recherche, j'ai beaucoup utilisé mes mains et beaucoup trop. Et aussi dans la phase de création de Keyboard, j'ai beaucoup trop travaillé. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu bousillé les articulations. Mais maintenant, en fait, la façon dont je travaille est beaucoup plus… Enfin, pour les doigts, c'est beaucoup plus économe. Plus, Voilà. tu t'économises plus. Et Voilà. ça m'a fait ma transition avec la technique. Comment, selon toi, pour des jeunes chiro, qu'est-ce que tu conseillerais pour tendre vers une excellence clinique toi, c'est ce que tu essayes de faire comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Comment tendre vers une excellence clinique? Alors, la première réponse, ce serait c'est très important d'être névrosé. C'est bien, tu vois,
pas de confiance en soi très basse, névrose, tout ça, c'est parfait. C'est un truc, c'est ce que vous avez tous besoin pour être de bons thérapeutes. Voilà, genre le patient qui arrive, qui dit ah, moi je suis à 90% mieux, et puis là tu es en train de dire ah, mais merde, attends, les 10% là, mais comment je vais faire? Et, Passer à côté de quelque chose. voilà, mais je dis tiens, mais attends, mais ça fait quoi? Ça fait 2 séances, elle a déjà 90% de mieux, mais je suis trop nul. Et ça, je pense, c'est un peu cette torture un peu mentale que je pense qu'au final, il faut apprendre à apprivoiser, se dire que c'est quelque chose de positif. Ce que je pense aussi, c'est que c'est important surtout quand on est jeune et qu'on a encore l'esprit qui est assez frais. Enfin, moi, je commence un petit peu plus dur de la caboche, mais à l'époque, je pouvais faire tous les séminaires et je pouvais m'éclater partout, quoi. Du coup, j'ai fait à la fois, enfin là, vraiment, j'ai vraiment tout fait. J'ai fait du belge, j'ai fait voilà, de l'evidence-based, j'ai fait les séminaires aussi de Majorque, enfin de Mark Hudson et tout ça. Enfin, j'ai fait en fait toutes les influences et puis on essaie en fait de se trouver là-dedans, rencontrer beaucoup de chiro. Et puis au final, surtout, de ne pas se laisser aussi. Il y a quelque chose qui m'avait fait beaucoup de mal à l'époque, c'était que les gens me disent que ce soit pas. Ah non, ce que tu fais, c'est pas de la chiro. Ça m'avait fait beaucoup, beaucoup de mal de me dire, c'est pas. Genre, tu fais du Graston ou de la réhab, c'est pas de la chiro. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et je pense que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on devrait laisser d'abord aux jeunes la possibilité de dire ben, tu fais pas ma chiro. Enfin, voilà, je pense que l'excellence, en fait, elle va venir à partir du moment où tu te sens bien dans ta peau, bien dans ce que tu fais et que tu es curieux en fait, de découvrir de plus en plus. Et du coup, si déjà on commence un peu avec cette frustration, de se dire ben, j'ai pas une bonne philosophie, j'ai pas la bonne technique, il faudrait que j'apprenne ceci, que j'apprenne cela. Je pense que c'est très dur en fait de s'améliorer. Donc, il faudrait avoir en fait une espèce de changement positif en fait dans la profession. On se dire bah tiens, écoute, voilà les jeunes, moi je vais t'apporter ce que moi je pense, c'est ma méthode, c'est ma chiro. Et puis que du coup on leur donne plus de mentorat. Je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a un peu manqué dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu Enfin, j'ai eu un mentorat qui était assez souple, c'est-à-dire que peu de gens m'ont vraiment dit bah, tiens, je vais te prendre 1 heure à part pendant le boulot et je vais te montrer ce que c'est un ajustement lombaire. Je vais te prendre 1 heure à part et je vais te montrer ce que ça est. Et je ne pense pas que quand on sort du diplôme, on a fini notre procédé d'apprentissage. Voilà. Et je pense qu'il faut se laisser aussi un peu de temps avant de décider, quoi. Je me souviens de Gilles qui me disait, je disais ah non mais je connais ça. Il fait non tu connaîtras rien avant 5 ans. Je dis ah non mais je connais un petit peu. Non ta gueule, 5 ans. Non, 5 ans. Et maintenant je me rends compte, ça fait 10 ans que je bosse et maintenant je commence à avoir une idée, quoi. Je commence à avoir une idée de ce qui se fait. Donc je pense que c'est ça. Il faut se dire aussi c'est quelque chose qu'il faut se laisser du temps. Et puis l'excellence, c'est aussi quelque chose qui naît de l'erreur. Donc, il faut se laisser aussi la possibilité de faire des erreurs. Il faut laisser la possibilité aussi de partir sur des directions qui sont fausses. Et je sais que, par exemple, ben voilà, moi, si je suis arrivé dans le milieu du sport et si je suis allé dans les nerfs et tout ça, ben, c'est juste parce que je me suis laissé du temps. Je me suis laissé du temps pour être chiro. Ensuite, je me suis laissé du temps pour devenir chirosport. Et puis ensuite, je me suis laissé du temps pour développer ma technique. Et je pense que c'est ça, en fait. Il faudrait plus promouvoir, en fait, ce côté management positif pour les jeunes chiro, de les aider. En fait. Ouais. Pardon ? Ouais, et ce côté, c'est OK de prendre du temps et c'est OK de se gourer. Ouais. C'est ça. Et dans ce contexte-là, du coup, si tu te dis tu sais rien avant 5 ans, enfin, je pense pas que tu sais rien. Moi, je sors de l'IFEC, là, on a quand même des résultats. Moi, j'ai quand même des résultats dans mon cabinet. Mais de ce côté, de te dire aussi, cette philosophie de dire voilà, là, je fais 5 ans, mais je sais pas vraiment ce que je fais. Mentalement, c'est particulier. C'est quand même mieux mentalement de se dire ok, je sais ce que je fais et on fonce. Mais au pire, on peut se dire ça, mais dans 5 ans, se rendre compte qu'on ne savait pas. Mais tu vois voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que
la barre des 5 ans, c'est-à-dire, j'étais exactement dans ton cas, je n'étais pas du tout d'accord à l'époque, et puis je me rends compte un peu plus tard que oui, effectivement, je ne savais pas. Mais c'est là où, en fait, ton éducation de l'école vient, va être mise en place, et c'est là où, là, c'est dur de reparler français. C'est là où, en fait, ton éducation, elle va vraiment jouer un rôle important. Oui. C'est-à-dire que ton éducation, ça va être le support pour tes premières années. Donc, tu vas avoir tellement de connaissances et tu vas être tellement compétent et tes professeurs t'auront tellement inculqué de bonnes choses, que ce soit dans l'IFEC ou que ce soit dans des séminaires aussi externes. Hein, tu peux aussi avoir appris pendant ce temps-là, mais je pense que l'école donne une excellente base. Mais du coup, cette connaissance, en fait, va te permettre de compenser le manque d'expérience. Et du coup, tu vas avoir des choses que tu connais et tu vas avoir déjà ton diagnostic va être beaucoup, beaucoup plus fin que celui d'un chiro qui a 10 ans d'expérience comme moi. Enfin, moi, quand j'ai besoin d'un avis d'expert, je l'envoie chez mes collègues qui sont plus jeunes parce que ça, même si 10 ans, ce n'est pas si vieux que ça dans la profession, mais j'ai oublié beaucoup de choses. Et du coup, c'est là où, en fait, ce truc, c'est justement, tu vas commencer, en fait, à développer ta compétence. Et ça ne veut pas dire que ce que tu fais, c'est mauvais. Mais ça veut juste te dire, voilà, n'apprends pas une technique en sortant de l'école ou dans ta clinique et tu dis, tiens, moi, j'ai envie de faire ça et c'est tout, quoi. Et ça, c'est, je ne sais pas, j'ai envie de faire Grönstedt pur et je fais que du Grönstedt pur. C'est ça. Et il n'y a rien d'autre qui existe et moi, je fais ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, je pense que c'est ce qui a été mon procédé, c'est-à-dire que j'ai appris énormément de choses. Et puis au bout d'un moment, quand tu commences à comprendre ce que tu fais, tu dis, tiens, je peux réduire à ça, je peux réduire à ça, je peux réduire à ça. Mais je pense que justement, au final, tout est passé auprès de l'entonnoir un peu de l'expérience. Et au final, maintenant, ce que je fais, c'est un ajustement simple, un soft tissue simple, une technique de réhabilitation simple. Enfin, c'est vraiment, j'ai choisi vraiment des trucs très, très identifiables, très simples, mais bien faits, quoi. Finalement, tu es revenu aux bases, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, tiens, quelle est la meilleure technique de tissu mou? C'est ART. Donc, je vais commencer à diminuer, en fait, tout ce que j'ai appris des autres. Je vais faire ART. Et puis ensuite, je vais dire, est-ce que j'ai besoin d'un support pour ça? Bon, oui, kinesiotaping. OK, voilà, je vais faire kinesiotaping. Ensuite, je vais faire l'ajustement vertébral. Là, je fais du Diversified et Gonstein ensemble. Mais voilà, du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin d'activator ou est-ce que j'ai besoin des drops? Je dis, non, je préfère en fait travailler mon ajustement qui soit tellement précis que j'arrive même à ajuster des contorsionnistes ou des gens extrêmement bloqués plutôt que d'aller des fois par facilité prendre un outil, quoi. C'est un peu cette idée, ouais. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des livres que tu conseilles à des gens, que ce soit des livres chiro ou hors chiro, qui toi t'ont inspiré particulièrement? Alors, si je devais conseiller quelque chose, la première des choses que je conseillerais, s'il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé par la biomécanique et qui est intéressé aussi par le monde du sport et tout ça, j'irais peut-être pas du côté des livres. Alors, je vais en montrer quelques-uns, mais j'irais plutôt du côté du dessin. C'est-à-dire que je pense que c'est important, si on a envie de comprendre le mouvement et qu'on a envie de comprendre l'anatomie, qu'on cherche du côté d'apprendre à dessiner l'anatomie et de beaucoup chercher donc dans la philosophie et dans la façon dont les dessinateurs pensent, on a beaucoup à apprendre. Donc, par exemple, si vous voulez faire une analyse de posture, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on va chercher quelques petits blocages par-ci, par-là. Un dessinateur pourra même te décrire jusqu'à l'ombre qui se passe en dessous de l'omoplate. Parce qu'il a tellement étudié l'anatomie, il a tellement observé qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience dans cette vision. Donc, plus en fait, on apprend à dessiner et à observer le dessin, plus ça nous augmentera notre compétence au niveau de l'œil chiropratique et aussi notre compréhension du mouvement. Du coup, j'ai des petits bouquins que j'ai ici, que moi j'utilise souvent. Alors, ça s'appelle Morpho, c'est en français en plus. Michel Loris est là, super, super sympa. C'est beaucoup de l'anatomie, en fait, en mouvement, un peu
tous Ah ouais. les… Et c'est pour Voilà. comment dessiner, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, c'est vraiment du dessin. Mais par contre, ça nous apprend à se dire, bah, tiens, où est la musculature quand je suis en position, par exemple, de squat? Comment est-ce que bouge un genou quand je vais être ici? Et ça, c'est une modélisation intellectuelle qui est vraiment importante à partir du moment où on travaille dans le sport. C'est-à-dire que si une personne vient et nous dit, bah, tiens, j'ai une douleur d'épaule à cet endroit-là, quand je mets le bras vers le haut, bah, il faut être aussi conscient de se dire, bah, tiens, où est-ce que se situe la musculature sur un bras en extension pendant un lancer de basketball ou un lancer de balle. Voilà. Ouais. Ça serait la première des choses. Donc, je dirais vraiment dans le dessin. Alors, on en a parlé du deuxième, c'est ma nouvelle trouvaille. Alors, j'aurais bien aimé avoir ça plus tôt. Clinical Neurodynamics. Ça, c'est donc de Michael Shacklock. Voilà, ça, c'est donc les étirements nerveux. J'aurais bien aimé avoir ça plus tôt parce qu'il y a toutes les connaissances sur le système du nerveux qui sont importantes. Il fait aussi beaucoup d'étirements et ça peut donner énormément. Justement, pour quelqu'un qui a déjà envie de travailler dans le système nerveux, commence à travailler sur des problèmes neuro et tout ça un peu complexe, c'est déjà un bon départ. Ouais, en plus, Et maintenant, puis, c'est enseigné bon, à l'IFEX, ça. pardon? Maintenant, c'est enseigné à l'IFEX, ça. Ah ouais, Ouais, bah, c'est une très bonne idée. c'est une très bonne idée. Ça nous sort de quelques cas quand même assez Ouais. embêtants. Ouais. Ouais, bah, c'est une très très bonne idée. Et voilà. Et puis après, bon, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus parce que c'est un peu le classique Anatomy Trains. Bon, Ouais. ça, c'est Myers. C'est juste si on n'y connaît rien sur les systèmes des diagonales et tout ça, c'est quand même important d'avoir ce bouquin. Enfin, c'est un peu le b.a.-ba. Et puis bon, bah, comme on dit 3, moi j'en prends 4. Et moi Ouais. j'aime bien, ça c'est un vieux bouquin. Biomechanics, a Qualitative Approach for Studying Human Movement. Wow, Hélène Craigbaum et Katharina Bartels. Voilà, ça c'est assez sympa. Par contre, c'est tendu à lire. Ça, c'est vraiment de la biomécanique pure et dure. Voilà, c'est des mouvements de force, des trucs comme ça. C'est vraiment ça, c'est pour un peu les nerds. Si vraiment vous êtes vraiment ennuyé sur le reste et que vous avez vraiment envie de faire de la pure biomécanique et vraiment de comprendre au millimètre comment les axes de levier et tout ça, ça fonctionne, c'est assez sympa, quoi. Voilà. Ouais, c'est Ouais. l'avancée, celui-là. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est vraiment si vous avez envie de vous prendre la tête, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Pour passer des soirs seul en temps de coronavirus. C'est ça. Absolument. Parfait. Voilà. Je voulais finir avec qu'est-ce qui, toi, te donne envie de te lever, d'aller ajuster et continuer tous les matins à travailler comme un malade et continuer à développer ta pratique. Alors, ce qui me donne envie, je pense, ben, c'est un peu, on revient toujours à la passion hein, du boulot. Moi, je pense qu'il faut aussi, c'est très important que la passion, c'est pas quelque chose que j'ai eu non plus très très rapidement. C'est quelque chose qui s'est construit aussi avec le temps. Et comme j'ai eu beaucoup de temps d'errance, c'est quelque chose il y a eu beaucoup de fois où je me suis dit ah mais j'arrête la chiro, j'en peux plus, je suis trop fatigué, j'apprends plus rien, j'ai des doutes. Et à chaque fois que je suis resté assez longtemps pour que les doutes passent, j'ai trouvé quelque chose de super intéressant. Et donc, et plus ça va dans mon expérience et plus ça va avec le temps, plus j'apprends de nouvelles choses et plus j'ai trouvé en fait ce qui moi me botte. Et je sais qu'il y a vraiment moi, la biomécanique, l'anatomie et le dessin et le fait de créer là-dedans, c'est ce que j'aime. Je suis quelqu'un de très créatif et j'aime bien les puzzles, j'aime bien les échecs. Donc, j'aime bien trouver des stratégies, trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Et donc, ça, c'est ce qui fait que, comme avec le temps, j'ai réussi à identifier ça, j'ai réussi à créer une clinique en fait, qui ressemble plus à ça, où on a des cas plus sévères, des cas plus compliqués. Et après, il y a d'autres gens qui vont plutôt être sur l'accompagnement humain, ils vont plutôt être sur l'émotionnel, enfin voilà, ils vont plus avoir envie de créer une communauté de patients. Et je pense que c'est ça en fait qu'il faut identifier assez rapidement, ou de se laisser du temps. Enfin, on en parlait tout à l'heure, c'est justement
c'est super. Il y a des gens qui ont des tonnes de connaissances dès leur diplôme. Il y a des gens qui sont sûrs de ce qu'ils veulent faire. C'est super. Mais parfois, il faut se laisser aussi du temps pour que la passion vienne. Il faut se laisser du temps aussi pour que tout ça, en fait, se mette en place. Et moi, bah, voilà, ma passion, bah, vraiment, c'est maintenant, je suis en train de vraiment décortiquer. Bah, tiens, je vais prendre toutes les thérapies sans discrimination et je vais essayer de voir, bah, tiens, est-ce que je peux prendre ce système-là, le décomposer d'une façon biomécanique? Est-ce que je peux essayer de comprendre, bah, tiens, si on parle de SOT et qu'on parle d'un point au niveau du ilio-inguinal et puis ensuite à l'intérieur du genou, est-ce que ça ne pourrait pas être, par exemple, l'insertion et la terminaison du sartorius? Est-ce que le côté latéral, ce ne serait pas le fascia lata? Est-ce que, du coup, comme on parle après du pied, est-ce que ce ne sont pas les conséquences en fait d'une faiblesse au niveau du pied? Ce genre de choses, et ça, c'est ce qui m'intéresse moi personnellement, la biomécanique et la compréhension des techniques chiro au travers d'un œil biomécanique. Et je pense qu'après, si je peux vraiment souhaiter ça à tout le monde, c'est que d'essayer de se laisser aussi le temps de faire ça. Moi, ça fait juste, maintenant, ça fait 10 ans et c'est maintenant où je m'éclate le plus, quoi. Auparavant, j'adorais ce que je faisais, mais j'étais quand même assez perdu, quoi. D'accord. Ouais. Et je vais rebondir sur un truc qui est hyper qu'on n'entend pas souvent. C'était ce truc de voilà les doutes et de te dire ben des fois je me suis demandé si j'allais arrêter ou pas et je pense que on passe tous plus ou moins par ça et savoir le traverser parce qu'on est seul dans nos cabinets et que comment passer à travers ça aussi. Je pense que ça peut intéresser plus de personnes. Bon, déjà, l'alcool, hein. Non, ça, c'est pas. Ça, c'est le temps étudiant, ça. Ça fonctionnait à l'époque, ça ne fonctionne plus. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la période de doute, je pense qu'elle est très inhérente à notre profession parce qu'on a une profession avec une identité qui est très, conflictuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas genre, tiens, le chiro, ah mais oui, mais c'est le spécialiste qui fait ça. Ouais. Voilà, c'est un médecin, il n'aura jamais à justifier de son identité. Il a une identité du fait qu'il est le tampon médecin. Voilà, qu'il est la blouse blanche, c'est un médecin, il a une identité qui est claire. Et la même chose, ça arrive en fait sur des gens qui ont un uniforme militaire ou des choses comme ça. C'est une espèce de choses où l'identité elle est claire. Un architecte, tout le monde sait ce qu'il fait. Il n'y a personne qui va mettre en doute le fait qu'il fasse des bâtiments, quoi. Et ça, c'est en fait la difficulté par rapport à la chiro. Donc, c'est-à-dire que du fait que notre identité soit tout le temps un peu discutée, que les kinés disent ouais mais moi je fais aussi de la manipulation et que les ostéopathes disent ouais mais moi je fais aussi ça et ça et ça, c'est assez dur. Je pense que l'identité dans ce cas-là, c'est quelque chose aussi qu'il faut du coup créer son identité personnelle, sa chiropratique personnelle. Au bout d'un moment, se dire moi je suis confortable avec ce que moi je fais et moi je donne en fait 200% de ce que je peux à mon patient. Oui. Et ça, c'est mon identité personnelle. Après, je pense que sur les doutes par rapport à la chiropratique, ça nous simplifierait la chose de dire, alors je sais que ça c'est un thème qui est très conflictuel, mais de dire, bah, tiens, la chiropratique, c'est l'ajustement vertébral quand ça fait crack, par exemple. Bon, Ouais. c'est pas forcément, ça n'a pas besoin d'être ça, mais ce serait un petit peu de dire, par exemple, quand un médecin fait de la fasciathérapie, c'est un médecin, donc il a son identité de médecin, plus il fait de la fasciathérapie. Ça Oui. n'enlève rien à la qualité du fait qu'il soit médecin. Et moi, j'ai un peu l'impression que des fois, dans la profession chiro, en fait, si on dit, bah, tiens, je suis chiro, et puis d'un coup, tu commences à faire du BEST, ou tu fais du fascia, ou tu fais du SFMA, il dit, ouais, non, là, tu n'es pas chiro. Je dis, bah non, c'est une technique complémentaire, en fait, à ce que je fais, et ça n'enlève rien à mon identité de chiropracteur. C'est en fait quelque chose qui devrait être en plus. Et je pense que si on revenait à des trucs un peu plus simples, par exemple la chiro, bon, on a juste les vertèbres et les articulations, et que le kiné fasse du musculaire, et que l'ostéopathe fasse de l'organe et du mouvement de fluide, et qu'on dise, bah, tiens, je suis un chiro, mais je me suis formé à cette technique d'ostéopathie, donner plus de crédit en fait à l'un et à l'autre, dire, bah, tiens, moi souvent je viens, je dis à mes patients, je dis, bon, voilà, vous avez ça, ça, ça comme problème, je vais traiter par exemple pendant une demi-heure les cicatrices de mon patient.
parce que le mec, il arrive complètement défoncé, brûlé ou je ne sais pas quoi. Donc, je vais faire vraiment du traitement de cicatrice. Et puis, à la fin de la séance, je dis, bon, maintenant qu'on a fait ça, c'était le plus important. Maintenant, j'aimerais bien faire un petit peu de chiro quand même. Et du coup, je vais ajuster votre vertèbre. Voilà. Ouais. Et le patient, il adore, au final, il adore ça parce qu'il se rend compte, bah, tiens, que j'ai fait des formations supplémentaires par rapport à la chiropratique. Oui. Et par rapport à mon identité chiropratique, bah, du coup, je sais que j'ai cette identité qui est claire. Et après, je peux partir sur d'autres choses si je veux. Tu vois, Oui. voilà. Et je pense que, voilà, par rapport au doute, donc, la première des choses, c'est d'arriver à cette identité et de se dire, bah, ouais, là, un ostéopathe qui fait craquer, bah, tu dis, ah oui, bah, tu as appris des techniques chiropratiques, c'est pas un problème. Tu as le droit de l'accepter. C'est pas, voilà, c'est des techniques chiropratiques. Mais au moins que l'ostéopathe dise, bah oui, j'ai appris des techniques chiropratiques, ce serait déjà ce premier début de. Après, Voilà. il faudrait faire un consensus sur quelle définition on met, et ça c'est un Voilà. peu plus compliqué. Mais je pense que ça pourrait aider. Et puis après, dans les moments où on a des doutes personnels, bah, je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire les derniers temps. Je pense qu'il y a aussi trop peu d'interactions interprofessionnelles. C'est-à-dire que quand j'avais des doutes, ben, j'allais à un séminaire, je rencontrais plein de gens qui sont super motivés, je rencontrais des profs qui sont passionnés par leur boulot, et puis ça me remotivait. Ben, ce que vous faites là avec Kiris Vitae, par exemple, ces interviews, je trouve que c'est super. Ben, voilà, parce que si les gens ils voient beaucoup de chiros qui ont réussi, et puis en même temps leurs défis et leurs combats et tout ça, ben, ça donne aussi, Ça donne de l'espoir, ça donne voilà, ça ouvre les possibilités. Et c'est vraiment pour ça. voilà. Et c'est sûr que, ben oui, quand il y a un mec qui vient et qui va commencer à enseigner, ben tiens, comment construire une clinique successful ou comment ajuster 1000 patients par semaine, ben, il n'y a personne qui va venir fouiller après et dire, ben tiens, est-ce que tu t'es retrouvé peut-être des soirs à pleurer au tout début parce que tu étais tellement à la bourre que tous les patients, ils commencent à partir du cabinet parce que toi, tu avais pris 5 minutes au lieu de 3 minutes, par exemple, par patient, ou est-ce que voilà, tu es un super équé, tu travailles en équé, tu es exceptionnel. Est-ce que ça t'est pas arrivé aussi justement des moments où tu as tellement testé tel sté que ton cerveau il soit tellement embrouillé qu'au final tu as oublié de faire les bases ou, tu vois, ce genre de choses, c'est tous ces trucs-là en fait qui est important aussi de voir, c'est que ben, on a tous été là, on a tous été perdus et puis au final, le résultat final, c'est oui effectivement on est un chiro qui a confiance en soi, on est un chiro on est confortable, mais on passe tous en fait dans cette zone-là. Et les kinés aussi, et les ostéos aussi, et les médecins aussi. Et voilà, on n'est pas Il y seul a en fait plein à de être perdu, professionnels quoi. finalement. Ouais, 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 c'est ça. Oui. Voilà. Et je vais en finir avec une dernière question. Enfin, j'en ai encore deux. Je ne sais pas si tu as encore du temps ou Pas de pas. problème. Tu as du temps. Bon, l'interview sera longue. Si vous êtes encore là à nous écouter, il y a encore des questions. Bonjour. Oh, oh, oh. La question, c'était est-ce que tu as des choses pour gérer ton énergie? Tu disais que tu travailles énormément. Est-ce que, quelles sont, toi, tes stratégies pour garder de l'énergie? Moi, je sais que personnellement, là, je viens d'ouvrir mon cabinet, je vois 25 patients, je suis éclaté. Est-ce que tu as, des techniques pour toi gérer ton énergie, pour être vraiment, avoir un haut niveau d'énergie avec tous tes patients? Ouais. Alors, la première des choses, c'est déjà de trouver un créneau horaire qui te permette de faire ça et qui soit en fonction de ton énergie. Donc, c'est-à-dire que quand je travaillais en tant qu'employé, je pouvais travailler entre 15 et 20 minutes sans problème. À partir du moment où je suis devenu patron et surtout que là, bah, j'ai autant d'employés, ça me demande tellement d'énergie que j'ai préféré en fait allonger un peu mes séances parce que je suis un peu plus crevé. Et du coup, je fais du 30 minutes. Comme ça, j'ai un peu plus de temps aussi pour discuter avec les patients, pour me régénérer. Mais ça, c'est ma façon à moi de récupérer de l'énergie. Il y a certaines personnes qui vont plutôt avoir un rendez-vous très rapide parce que justement, ils dépensent moins d'énergie en étant tac, 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 très structuré. Donc, il faut un petit peu gérer, voilà, comment fonctionne ton système énergétique. C'est-à-dire que, est-ce que tu sors de 6 heures de boulot complètement crevé mais par contre, est-ce que tu te sens bien, c'est-à-dire la bonne fatigue, ou est-ce que tu sens que ton cerveau il est complètement fini, quoi. Et ça, c'est un peu cette question-là, de voir est-ce que le temps que je passe avec mes patients est adapté? Est-ce qu'il est trop long, trop court? Et
on peut essayer aussi, d'une façon ou d'une autre, d'essayer de rallonger ou de raccourcir et se planter. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est important de voir en fait à partir de quel moment on se sent confortable au temps par patient. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses que je fais énormément, c'est être avec un patient, c'est extrêmement intense. On ne se rend pas compte de la pression psychologique forcément au début. Et on se dit, tiens, de toute façon, c'est le boulot, c'est normal. Mais en fait, non, c'est extrêmement, extrêmement d'énergie. Chaque patient, on doit être à 100%. Et se réinventer à chaque fois. Voilà. Chaque patient, il arrive avec une douleur. Donc, lui, il veut que tu lui trouves une solution rapidement. Il veut que tu lui donnes le meilleur de toi-même. Et toi, en plus, tu vas avoir envie de faire ces deux choses-là aussi. Et donc, il y a la pression des deux côtés. Et du coup, c'est aussi important de pouvoir vraiment, vraiment arrêter de penser. Donc, dans la semaine, ce qui est important, c'est de se retrouver avec des potes. Moi, j'adore les jeux vidéo pour ça. C'est un truc un peu con, mais du coup, je vais vraiment dépenser énormément d'énergie dans un truc qui n'est pas du tout important, mais d'énergie mentale. Et du coup, ça va m'occuper énormément. Et puis, je vais pouvoir en fait me relaxer comme ça parce que ça va permettre de changer de système de pensée, de plus m'amuser ou de regarder des films. Enfin, ça peut être chacun après à son système. Et j'ai trouvé comme ça, le dessin aussi me relaxe beaucoup. Et ça, je pense que c'est important. Et la deuxième chose qui est importante que je n'ai pas fait et que maintenant je m'oblige à faire, c'est tu te bookes en fait des vacances obligatoires. Donc là, par exemple, j'ai des vacances donc dans une semaine. Je ne sais même pas ce que je vais faire parce que je n'ai pas prévu de voyage, je n'ai pas prévu de tout ça. Mais par contre, c'est des vacances que j'ai planifiées. On pense des fois que les vacances, c'est une perte de temps, perte d'argent. Et après, quand tu reviens, tu as tellement plus d'énergie et tu es tellement plus compétent dans ce que tu fais que tout le monde va en bénéficier. Donc, il ne faut pas hésiter en fait, à prendre des vacances. Et même si ces vacances, c'est juste une pause et que ça te permet de mettre à jour ton plan Internet, ton site ou des choses comme ça, je pense que c'est important de se prévoir au moins 4 fois une semaine par an. Moi, j'étais plutôt le gros fan d'une semaine à Noël et c'est tout. Et là, tu t'es un peu plus forcé à… Voilà, je me force. Voilà, j'apprends aussi. Ouais. D'accord, super. Et la deuxième question de la fin, qu'est-ce que dans ton développement personnel, ça t'a apporté la chiro? Moi, c'est exceptionnel. Enfin, comme je disais, tous les névroses et tous les trucs que j'avais, tous les trucs de confiance en soi, des problèmes de tout ça, au final, de traiter autant de gens et de les aider tous les jours et puis de construire un cabinet qui fonctionne autant, au final, c'est de se dire, c'est un peu une espèce d'accomplissement et puis on reçoit tellement des patients en fait pendant toute la journée que ça nous permet de nous développer, ça nous permet de se développer aussi mentalement et puis de voir aussi des personnes qui sont vraiment, vraiment, j'allais dire dans la mouise. Voilà. Et voilà, de voir ces personnes-là qui sont vraiment dans des gros problèmes et puis de se dire, tiens, on va essayer de travailler avec eux, des gens paralysés depuis 5 ans et tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible que… Dire, moi, j'ai mes 2 mains, je suis tellement heureux. Et puis du coup, moi, je sais que la chiropratique m'a permis ça, c'est-à-dire d'arriver à avoir une solution concrète, rapide, à des problèmes qui sont vraiment de longue date. Et puis en même temps, d'apprendre aussi avec ces problèmes de longue date, du coup, ça fait relativiser par rapport à sa vie personnelle. C'est un peu, au final, même dans les temps de Corona, et même si on est français, qu'on aime bien râler, au final, chez nous, ça va. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et je te remercie encore. Et… C'est un plaisir et j'espère qu'il y aura des gens qui auront la patience d'écouter jusqu'au bout. J'en doute pas. On va peut-être faire des petits bouts.